Alors, on a quelques problèmes de technologie, mais bonjour et bon après-midi à tous. Je m'appelle Paul Stevens et bienvenue à ce webinaire au sujet de Bonjour les réservations, capter la demande étrangère pour l'été français pour Boutique Hotel News. Um, just this will be the only section I do in English, but for everyone tuning in today, make sure to go to the caption function in Zoom, tick the translation, and the caption language should be language that you want the transcription in today. If you're a speaker like I am myself and our panel today, we will be putting the speaking function in French. So thank you, and we will now return to the French. So, il me fait plaisir de m'introduire en tant que rédacteur de Short-Term Rentals chez International Hospitality Media et en tant que votre hôte pour cette session très opportune d'aujourd'hui. IHM est une entreprise globale qui se spécialise dans la publication et les événements et on a 4 sites web inter-entreprises. Boutique Hotel News, comme on le connaît, Short-Term Rentals, Service Department News et Urban Living News. Avant qu'on commence, je suis ravi de dévoiler nos intervenants experts pour aujourd'hui. Et on va démarrer avec Quentin, premièrement. Quentin. Bonjour à tous, merci beaucoup Paul pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous, d'être avec Christina, Pascal et Justine dans ce call pour justement parler de tout ce qui va se passer un peu pour cet été. Rapide introduction de mon côté. Donc je suis Quentin Vulin, je suis en charge des sales pour le marché francophone pour Duetto. Duetto, c'est une solution de review management. Et donc j'ai fait toute ma carrière dans le review management. Je suis un passionné de review management et d'hôtellerie. Et donc voilà, encore une fois, je suis ravi d'être avec vous et ravi d'échanger avec vous tous. Merci Quentin. Et puis Christina, s'il vous plaît. Bonjour à tous, ravie également d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Christina Chouefati et je suis responsable du marché français chez STR, qui est le leader en statistiques hôtelières. Et puis Pascal. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Donat, donc je suis le président du groupe Valhôtel. Nous avons une dizaine d'hôtels et 7 restaurants. Nous sommes à Paris, Valence, Toulon, Montpellier, et je suis également le créateur de la marque Maison L avec le groupe Lagardère que nous développons à l'international. Merci Pascal. Et enfin, mais certainement pas le moindre, Justine à la droite. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous. Ravie de rejoindre ce webinaire pour parler des prochains mois qui s'annoncent mouvementés et avec beaucoup d'interrogations. Pour me présenter, donc, je suis Justine Leclèche. J'ai rejoint très récemment le groupe Barrière parce que j'arrive sur mon 2e mois et je m'occupe de l'ensemble des ventes à l'international et sur le loisir pour le groupe Barrière au niveau du Global Sales Office. Merci. Merci Justine. Et deuxième mois, je ne savais pas, mais je suis ravi, je suis enthousiasmé d'être hôte de ce panel aujourd'hui. Quelques directives générales. Next slide, s'il vous plaît. Oui. Quelques directives générales pour aujourd'hui. Tous les détails seront inclus dans la fonction de conversation, donc veuillez poser vos questions là-bas. Notre discussion va durer environ 45 minutes avant de passer aux questions de vous, le public, et ensuite un enregistrement vidéo sera envoyé à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire au cours des prochains 48 heures. Il faut souligner aussi qu'on essaie une nouvelle technologie d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, nous excuser s'il y a de petites erreurs. On voudrait faire plus de webinaires comme ceci désormais. Dans le cadre de cette discussion, on a quelques articles ou bilans
pour contextualiser le paysage hospitalier parisien. En premier lieu, la plateforme Statista a identifié les opportunités principales pour les hôteliers européens en 2024 et au-delà. Entre-temps, Mirai a exploré comment Google a introduit des changements pour se conformer aux exigences du DMA, au Digital Markets Act de l'Union européenne, et aussi comment ils ont influencé les campagnes hôtelières. Encore une fois, les Jeux olympiques ont fait la une au moins de 80 jours des Jeux à Paris. Ce premier article à gauche souligne que les prix des chambres de l'hôtel sont en baisse en même temps que l'offre d'appartements sur Airbnb et d'autres plateformes de la location de courte durée est en pleine croissance, même c'est abondante. Autrement, on peut analyser l'article suivant, qu'il s'agit des concerts organisés par la chanteuse célèbre Taylor Swift, que tout le monde connaît, ainsi que la tendance pour les voyageurs de luxe de venir des États-Unis pour ces concerts. Alors, on va commencer premièrement avec Christina. Alors, Christina, vous travaillez pour STR Group pour France et Afrique du Nord. Et premièrement, le secteur hôtelier dans la région EMEA, comment se développe-t-il globalement, généralement, par rapport à la même période de l'année dernière? Alors, quand on parle du secteur hôtelier, bien évidemment, il est important de mentionner la demande hôtelière mondiale. Et j'insiste bien sur le terme demande et non pas du coup sur les TO ou sur les taux d'occupation. Et cette demande-là, elle est un petit peu en baisse sur le premier trimestre de 2024. De manière générale, j'évite surtout de parler de moyenne mondiale justement parce que cette baisse de demande, elle vient principalement de deux pays qui sont la Chine et les États-Unis et qui, à eux deux, représentent plus de la moitié de l'inventaire hôtelier mondial en termes de chambres. Mais si on fait abstraction de ces deux pays et qu'on regarde un petit peu le reste du monde, on est plutôt sur un bilan qui est relativement mitigé. On observe des taux de croissance du taux d'occupation européen qui commencent un petit peu à se stabiliser avec une légère baisse. On reste quand même sur de la croissance, mais qui du coup n'est plus aussi importante qu'en 2023. On est sur ce qu'on pourrait du coup qualifier de nouvelle normalité. En tout cas, c'est ce qu'on dit chez nous, indépendamment de comment on pourrait se positionner par rapport à 2019, qui jusque-là était considéré comme une année de référence. Mais il se peut qu'on ait pris un nouveau tournant aujourd'hui. En termes de prix moyen, la croissance aussi, elle commence à ralentir, notamment dû à l'inflation et aussi aux crises quand même géopolitiques et économiques que subit le monde aujourd'hui. Donc un début d'année relativement un petit peu plus compliqué par rapport à 2023. Mais on se rappelle quand même que 2023 a été une super année. Donc on n'est pas non plus, on reste sur du positif, même si on est un petit peu moins que l'année dernière. Et on mise tout du coup sur les deuxième et troisième trimestres qui devraient, eux, porter les performances annuelles. Depuis la fin du Covid, l'Europe se positionne vraiment en tête en ce qui concerne demande internationale et surtout du coup demande de loisirs. Donc sur la période estivale, donc deuxième et troisième trimestre, notre forecast nous indique quand même une croissance de 2%, et cela principalement grâce à la demande provenant des US. Alors Taylor Swift ou pas, mais les Américains continuent de venir en France et en Europe. Et du coup, ces tendances, elles sont européennes, mais elles sont aussi françaises et surtout parisiennes. Et pour en tant qu'on puisse en juger aussi,
il existe beaucoup de facteurs en jeu pour cet afflux de demandes que vous mentionnez. Pouvez-vous analyser la situation à Paris spécifiquement et aussi nous expliquer comment se transforment les réservations pour cet été? Alors, cet été, on a quand même, à Paris, on est quand même privilégié. On a un grand événement qui va du coup porter notre été. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on discute des JO directement ou maintenant? Oui, mais pour Ouais. les JO Oui, ou alors, comment? alors C'est tous les deux. effectivement, les JO, c'est un gros sujet et du coup, le grand sujet de ce webinaire. Et on a porté quand même pas mal de réflexions du coup sur les JO chez STR. Alors on travaille, on est quand même spécialiste de la data depuis près de 40 ans. Donc des JO, on en a vu passer et des grands événements aussi. Et c'est facile de comparer les JO des différentes villes, mais si on veut vraiment faire une comparaison cohérente, on se dit plutôt que les JO de Londres sont du coup, les jeux les plus comparables à ceux de Paris. Alors, Tokyo, on était quand même sur un contexte qui était très particulier avec le Covid et Rio, c'est quand même sur un continent qui est complètement différent, avec une offre hôtelière qui est complètement différente en termes de taille. Donc, si on veut analyser l'historique aujourd'hui, bien qu'on ait la data sur les autres jeux, on devrait quand même parler des JO de Londres. Et si on revient un petit peu en arrière, et notamment sur le contexte existant à Londres à l'époque, en 2012, on peut déjà voir qu'il y a beaucoup de similarités. Déjà, les JO de Londres se sont aussi déroulés sur les mois d'été, donc une période qui est quand même avec une grosse demande en termes de demande hôtelière, et par conséquent sur une base qui est quand même déjà très forte. Donc on est sur des mois qui sont historiquement forts en termes de performance, et suite à ça, on a quand même une croissance de RevPAR, mais qui pourrait généralement être portée par les prix moyens et peut-être un petit peu moins que par les taux de réservation. Euh, une autre chose à mentionner est que sur Londres, on a observé que on avait les segments MICE et corporate, du coup le segment affaires, qui se sont abstenus de leurs activités durant la période euh, pre and post JO. Donc avant sur le mois de juin et sur le mois d'août, on a vu que cette demande-là, elle était quand même un petit peu réticente d'être sur la destination. C'est tout à fait normal et on est quand même sur l'appréhension d'une ville qui est surpeuplée et quand même assez encombrée. Et ça incite à certains segments d'éviter la ville autour des dates de l'événement. Et si on regarde concrètement les niveaux de performance, du coup les chiffres, on voit que sur la période des Jeux, donc à Londres, de mémoire, c'était 27 juillet au 12 août, ce qui est aussi très similaire du coup à Paris. On connaît un taux d'occupation de 89% sur Londres. Euh, et un RevPAR, une croissance de RevPAR de 95% qui a été portée principalement du coup par les prix moyens. Si on regarde les Jeux paralympiques qui sont survenus juste après, alors on a un impact qui est beaucoup, beaucoup moins prononcé, avec un taux d'occupation qui a juste augmenté de 3% et un prix moyen qui est resté à quasi-égalité. Donc c'est vraiment les Jeux olympiques sur les 2 premières semaines qui ont porté la croissance sur la période et non pas les paralympiques. A posteriori, on peut aussi noter que ce sont les établissements qui avaient vu qui s'étaient qui avaient en amont établi des tarifs spéciaux et des contrats avec que ce soit les comités olympiques, les institutions locales, les sponsors, tout, tout autre vecteur de demande de groupe en fait, qui se sont vus avec les meilleures performances. Donc ceux qui ont vraiment planifié en amont. Alors moi j'ai beaucoup de mes clients qui sont venus me dire heureusement que moi j'avais du coup booké mon hôtel à cette marque ou cette marque. J'ai voulu être prudent et ça a payé. À un moment donné, il faut pas être, comme on dit en anglais, trop greedy. Et peut-être que c'est ça en tout cas, c'est ce qu'on a vu à Londres et c'est ce qu'on pense va arriver à Paris aussi. Euh,
On peut aussi parler de situation géographique, qui est quand même un élément clé par rapport au niveau de performance. Les zones centrales et l'ouest de Londres se sont beaucoup mieux sortis que les zones plus secondaires et périphériques. Et c'est là où, pour le coup, il y a une réelle différence avec Paris. Alors, contrairement aux autres points, on était sur quelque chose qu'on pensait qu'il allait avoir des similarités, mais sur la zone géographique de Londres, on, on pense que Paris sera bien plus avantagé. En termes de taille, on est quand même sur une zone qui est beaucoup plus restreinte. Alors, rappelons que Londres est, je pense, plus de 10 fois plus grande que la ville de Paris. Donc, déjà, on est sur quelque chose qui est très différent sur un supply, donc une offre hôtelière qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. À Paris, aujourd'hui, on est à peu près à 90 000 chambres, alors qu'à Londres, on était plutôt sur les 120 000. Donc ça aussi, ça joue et on pense que ça va jouer en faveur des Jeux cette année. Si on part sur aussi la période post-olympique, on voit quand même que les performances sont un petit peu retombées et du coup remontées à la fin août. Donc il y aura un petit creux juste après les JO et ça remontera sur la dernière semaine d'août. Alors concrètement, on pense que les performances seront similaires en France, mais il y a encore de quoi capitaliser sur l'opportunité. Aujourd'hui, notre data nous indique que les taux d'occupation sur Paris sont aujourd'hui de 60% sur la période des JO. On est encore un petit peu loin de ce qui s'est passé à Londres, mais Londres, c'était en 2012. L'attitude du voyageur était quand même différente. Aujourd'hui, on est sur des voyageurs qui pourraient se voir réserver des hôtels à la dernière minute. Alors moi, personnellement, je connais beaucoup de monde qui ont des tickets pour les JO, mais qui n'ont pas encore réservé leur hôtel, en pensant que et qui espèrent que les tarifs vont du coup un petit peu baisser pour pouvoir le faire. Mais je pense que je suis pas la seule dans le cas, et je pense qu'il y a d'autres aussi. Mais on verra avec les autres panélistes si c'est aussi quelque chose qu'ils voient, qu'ils observent. Mais ça reste une très belle opportunité. Pour l'instant, ça s'annonce bien, peut-être moins bien que ce qui était prévu, mais tout reste, on a encore des cartes à jouer et à voir. On pourra regarder la data début septembre ensemble. Alors, il y a une seule Ah, chose que je ah voulais, ouais, je ouais. voulais aussi indiquer avant de passer la parole, c'est que j'ai regardé un petit peu la data sur la ville de Marseille il y a quelques jours avec la flamme olympique. On est sur des TO, une croissance de TO. Alors, j'ai les chiffres devant moi. Une croissance de TO. Donc, sur la nuit du 8 mai, on était sur un TO à 93%, soit une croissance de 9% par rapport au même jour en 2023. Et on est à quand même 45% d'augmentation du prix moyen. Donc, après, c'était un événement sur une seule nuit. Euh, il y a quand même c'est quand même un événement important. Donc, je pense que sur certaines dates clés, on va voir des croissances à double chiffre, mais ça va fluctuer sur les 2 semaines. Merci, Christina. On va retourner aux questions importantes comme ceci ensuite. Mais comment on peut s'abonner à vos bilans ou rapports? Alors, très, très bonne question. Alors, on a plus de 2000 hôtels qui travaillent avec nous en France aujourd'hui. Il suffit juste d'aller sur notre site web, de nous envoyer un message, mais on est ouvert à tous les hôteliers. Je vais mettre mon adresse mail dans le commentaire, comme ça, si jamais ça vous intéresse. Ce sont des rapports participatifs, donc il vous suffit de nous envoyer la data pour pouvoir en retour effectuer du benchmark avec nous. Merci, super. Du coup, je vais m'adresser ma prochaine question à Pascal de Valotel. Et pour la première partie de ce que Christina a dit là, euh, ça correspond à vos observations, vos données dans le portefeuille de Valotel. Oui, parfaitement. On est dans une drôle de situation parce que tous mes confrères sont dans une espèce d'euphorie de ce qui s'est passé en 2023. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons eu la crise terrible du Covid.
et personne n'espérait retrouver les niveaux de 2019 avant 2024 ou 2025. Donc, on a eu la formidable bonne surprise de l'année 2022, puis l'extase de l'année 2023, où on a eu des performances exceptionnelles. Donc, on est à la fois porté par cet optimisme, et en même temps, on sent bien, et Christina le confirme, qu'on entre dans une phase un tout petit peu plus difficile. Nous avons tous fait un début d'année assez décevant, il faut le reconnaître, et on sent que les prix moyens, en tout cas, n'augmentent plus comme ils ont augmenté par le passé, et les taux d'occupation sont un petit peu décevants. Alors, on se réfère, si on prend l'année 2024, à une période qui est celle qui va de janvier à maintenant, qui est une période assez basse. Si on prend l'année, habituellement, on a une période qui est assez bonne à partir du printemps. L'automne est très très bon à Paris, donc là on se réfère à une période qui est basse. Et donc, quand on a une année qui est basse, on a des résultats qui sont excessivement sensibles aux événements, qui sont excessivement sensibles aussi au calendrier des vacances. Donc, tout le monde conserve une certaine forme d'optimisme, mais force est de constater que le début d'année a été quand même difficile. À Paris, pas terrible, début d'année, à l'exception de Maison L, qui continue d'avoir une très très belle performance, mais bon, c'est un produit qui a été lancé une marque qui a été lancée il y a 1 an et demi, et qui est encore sur une espèce de progression extrêmement forte. En province, j'ai globalement une assez bonne résistance des produits économiques, type Ibis Budget, Ibis. C'est sur le 4 étoiles que c'est un tout petit peu difficile, et on sent que la hausse des taux d'intérêt que nous avons eue en Europe, globalement, qui avait pour objectif de ralentir l'inflation, bien entendu, affecte aussi le dynamisme de l'économie, et pour la première fois, nous le ressentons. Un autre élément dans ce contexte qui est intéressant et qui est à prendre en compte, c'est la restauration, même si ce n'est pas le cœur de notre sujet. On a quand même une restauration qui souffre beaucoup, notamment les restaurations commerciales. On sent des changements de comportement importants depuis la crise du Covid, mais ces changements se confirment, voire s'amplifient, avec beaucoup de restaurants qui sont à la peine. Pour ce qui est du futur, et pour revenir au sujet des Jeux Olympiques, nous, on sent, en tout cas déjà, pour la période du printemps, on sent une montée en charge qui est plutôt bonne. On est plutôt optimiste pour la fin du mois de mai, pour le mois de juin et pour le début du mois de juillet. On a un assez bon pick-up. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Quant aux Jeux Olympiques, on est tout à fait dans la ligne de ce que dit Christina. Nous, on a un taux d'occupation d'à peu près 60%. Il y a une certaine forme d'attentisme. Probablement avons-nous démarré avec des prix moyens trop élevés, et puis surtout des durées minimum de séjour trop importantes. Ce qu'on appelle nos minimum stays, où on a imposé à nos clients de rester 3 jours, 4 jours. Je pense que c'était dommage de ne pas le tenter. Voilà, et puis on l'a tenté, ça marche pas. Il y a quand même quelques poissons qui ont mordu à l'hameçon, donc on est content de les avoir attrapés. Mais voilà. Et donc, on est rentré dans une espèce de jeu comme ça. On s'observe les uns les autres, et c'est celui qui baissera le premier les prix, c'est celui qui baissera le premier les durées minimum de séjour, qui va donner le ton. Mais bon, pour l'instant, les prix moyens tiennent. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christina, et qui était tout à fait passionnant dans les différences qu'on a pu avoir par rapport à des événements comme ceux de Londres. Je ne sais pas si en 2012 à Londres, le phénomène Airbnb était aussi important que celui que nous avons à Paris aujourd'hui. Et je crois que quand même, ça pose comme une question différente. La deuxième différence, je crois que pour moi, c'est le sujet du prix moyen. On a, avec l'excellente activité de 2023, franchi des niveaux de prix moyens que nous ne pensions pas possibles. On a explosé des plafonds de verre que nous avions dans le passé. Qui aurait pu imaginer qu'un établissement, un Ibis en province, passe les 100 €? Qui aurait pu imaginer qu'un 4 étoiles à Paris passe les 300, 340 € TTC sans difficulté? Donc, on est quand même dans un autre contexte en matière de prix moyens,
Et historiquement, je crois qu'il fait date depuis 2023, hein, et donc ce qui n'a rien à voir avec le sujet de 2024. Après, je rejoins encore une fois ce que disait Christina sur l'effet d'éviction des Jeux Olympiques. Quelle est la société qui va organiser un séminaire à Paris au début du mois de juillet ou même à la fin du mois d'août, alors que ce n'est pas la période des Jeux? Donc, il y a de telles craintes, il y a de telles annonces qui font que tous les hommes d'affaires vont fuir Paris de la fin du mois de juin au début du mois de septembre, et ça, on le sent quand même assez clairement dans les statistiques. Et pour finir, je voudrais partager avec vous une réflexion sur la demande. On sait que 60% des gens qui vont venir voir les Jeux à Paris sont des Français, sont des nationaux. Les gens ne vont pas venir à Paris pour le plaisir d'être à Paris, surtout avec les catastrophes qu'on nous annonce en termes de transport, d'affluence, etc. Ils vont venir s'ils ont un ticket pour voir un match ou pour voir leur compétition sportive préférée. Or, sur ce point très particulier, on n'a pas d'informations très claires. Est-ce que tous les tickets ont été vendus? Est-ce qu'il y a encore des tickets à vendre? Est-ce que les gens qui ont acheté des tickets vont les revendre? On sait qu'il y a eu des tickets qui ont été achetés en masse par des sociétés, d'accord, pour les proposer à leurs collaborateurs. Est-ce que ces tickets vont être revendus demain au public? Honnêtement, je n'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'ai prévu, je suis très gentiment invité à la cérémonie d'ouverture des Jeux, donc je serai à Paris le 26 juillet. Je pense rester les 27-28 et j'ai bon espoir de trouver des tickets à ce moment-là. Mais on peut imaginer quand même que cette question des tickets à vendre soit malgré tout l'élément principal d'explication de l'occupation des hôtels à Paris pendant cette période. Or, là-dessus, personne n'a de vision claire. Il y a de l'incertitude et c'est ce que vous dites, c'est quelque chose que je voudrais découvrir cet été. Je tourne à Justine maintenant. Et Justine, le marché hôtelier, d'où viennent les clients de l'hôtel avec les tickets? Et cela compare comment avec la demande historique? Alors déjà juste pour revenir, et rebondir sur, les interventions de Christina et Pascal, je confirme à peu près, tout ce qui a été dit, en tout cas sur, nous, au niveau du Phuket Paris, mais aussi sur, l'ensemble de nos hôtels, régionaux, de la Normandie à Dinard, à La Baule, à Cannes. Globalement, on retrouve ces mêmes tendances. Sur Paris, en termes de taux d'occupation, oui, on est à peu près à 63%. Nous, on est, principalement sur, une occupation de groupe puisque on a fait le choix, dont on parlait tout à l'heure, d'avoir un matelas un peu safe, par, du groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une clientèle, on the book, assez variée qui va, de l'américain, on a un petit peu d'indien, de coréen, un petit peu d'Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est encore très diversifié. Sur la clientèle loisir, c'est un petit peu plus timide. Nous, le vrai sujet aujourd'hui que nous avons et auquel on fait face, c'est vraiment cette peur de l'insécurité, cette peur du monde. On ressent, globalement sur tous les marchés, où on voyage actuellement, on ressent vraiment, qu'effectivement sans ticket, ils ne viennent pas à Paris ni même en France, et c'est là où nous on pêche le plus, c'est sur nos hôtels, en province parce que, sans la clientèle, française, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal de remplir nos destinations, ou en tout cas on met en place, les actions pour. Et les clients étrangers, n'ont pas forcément pour ambition de prolonger leur séjour en France, mais plutôt de venir, de voir leur match et de repartir. Voilà, c'est un petit peu aujourd'hui, les interrogations, que nous avons, et sur lequel, on essaye, d'actionner. Mais cette insécurité fait qu'il est aussi difficile de,
d'actionner au niveau marketing, au niveau digital, parce que, c'est très dispar c'est finalement, un travail sur la destination, plus que sur, nos hôtels en tant que tels qu'il faut faire, de rassurer les clients sur, la sécurité, les travaux, l'accessibilité, le monde, et finalement c'est voilà, c'est ça, c'est une action, que nous tous, Parisiens, professionnels, non professionnels, devons faire pour, rassurer à l'international, justement réussir, à remplir un peu plus sur, la clientèle loisir, nos hôtels. Et aussi, lorsqu'on considère les barrières linguistiques ou les options de paiement préférées, qu'est-ce que vous trouvez en ce moment? Euh, euh, ouais, les hôteliers, comment peuvent-ils optimiser le site web ou les réseaux sociaux pour oui, répondre aux besoins ainsi que le rassurer? Alors, je dirais que d'un point de vue, moyen de paiement, barrière de la langue, nous, au niveau d'un Phuket Paris ou d'un groupe comme, le groupe Barrière, on s'adapte assez facilement puisqu'on est habitué à une clientèle, étrangère. Donc c'est vrai que, on va dire que ce ne sont pas des freins, aujourd'hui, et qu'on a depuis bien longtemps, ajusté, ces éléments-là. Sur la partie plutôt, communication, digitale, c'est vrai qu'on va, encore une fois, ce que je disais, c'est qu'on va s'attarder sur la destination, sur la mise en avant de la destination pour rassurer les clients, plus que pour éduquer sur, notre établissement. Et nous, de notre côté, c'est vraiment aussi par, le soutien, d'une force commerciale qui va directement sur les marchés, pour aller un peu, targeter, client par client, je dirais, hem et essayer d'aller les capter. Mais nous, dès qu'on voit un petit peu de pick-up, mais j'ai envie de dire, c'est finalement ce qu'on fait au quotidien. Dès qu'on voit un petit peu de pick-up sur une nationalité particulière, bah, forcément, on va plonger, à 360 degrés sur notre stratégie en digital, en communication, en commercial, enfin voilà, en OTA, voilà, tout va aller dans ce sens. Donc c'est un ajustement un petit peu, du quotidien. On en parlait ce matin, là, on sent un petit peu, que la clientèle, asiatique est en rebond sur la période des JO. On arrive à avoir pas mal de last minute, donc on actionne un petit peu sur ces réseaux-là, pour, prendre un maximum de bookings, au moment opportun. Merci, Justine. Euh, je tourne à Quentin, enfin, et merci de patienter à Quentin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, vous voudrez euh, approfondir pour répondre à ce qu'on dit les autres intervenants? Oui, alors c'est vrai que je pense qu'en fait, on est dans une période effectivement d'un peu d'incertitude, hein. On essaie tous d'essayer d'avoir notre boule magique là en face et d'essayer de se dire, OK, comment ça va se passer cet été? Donc, en fait, on va pas le savoir. Je pense que ça va être difficile vraiment de pouvoir estimer à 100% ce qui va se passer, mais néanmoins, il faut qu'on soit capable de réagir. Et donc là, c'est là où on va commencer à parler de demande, d'aller justement manager la demande et d'aller maximiser ses revenus. Donc moi, je dirais je pourrais donner ici trois conseils. D'accord? Le premier conseil, c'est, je pense qu'il faut investir dans la technologie. Alors, c'est pas trop tard, il y a encore un peu de temps, on peut le faire, mais je pense d'avoir un système comme un review management, un bon channel manager, un bon booking engine, ben justement, ça va avoir un impact hyper puissant, je pense, pour vos ventes. Le tout, c'est bien d'avoir des systèmes, mais il faut aussi qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et ça, c'est important. D'accord? Et je pense aussi que sur cette partie-là, il y a aussi à ajouter quelque chose, c'est que le marché change tellement rapidement qu'aujourd'hui, je pense que humainement, c'est impossible de mettre en place, de faire ces changements de tarifs, de restrictions, parce que justement, un pick-up de vente peut arriver très rapidement, et donc il faut être capable justement d'avoir les outils qui vont vous accompagner par rapport à ça. Ensuite, le deuxième point,
c'est comprendre la dynamique du marché. Typiquement, Christina aujourd'hui vient nous donner quand même des inputs super intéressants. On a des inputs super intéressants aussi par Pascal et Justine justement sur du concret. Et donc de pouvoir partager ce type d'informations, c'est hyper intéressant pour justement être sûr de voir comment nous on performe dans ce marché. Est-ce que je suis en train de surperformer? Est-ce que je suis en train de sous-performer? Est-ce que je suis trop en avance? Est-ce que justement je dois essayer de rattraper un peu mon retard par rapport à ça? Donc c'est important de regarder ça. Il faut aussi regarder ce que fait la concurrence. Clairement, je pense que c'est important. Ça ne veut pas dire de faire du copier-coller de prix ou de stratégie par rapport à ce que peuvent faire des concurrents, mais c'est d'être à l'écoute de ce qu'elle fait. Et enfin, bien évidemment, on parlait des événements. Un événement comme les JO cet été, c'est hyper impactant. Ça arrive rarement. Et donc, on a envie d'être préparé par rapport à ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Paris, mais les JO, c'est pas qu'à Paris. On en a aussi notamment dans d'autres régions, dans d'autres villes. Moi, je suis originaire de Lille. Je suis très heureux qu'il y ait un événement à Lille, notamment lié au basket. Et ça aussi, ça va avoir un impact. Mais ça va pas avoir un impact forcément sur toute la durée des JO. Donc, encore une fois, votre stratégie par rapport à ça va pas être la même. Enfin, dernièrement, le dernier point, je pense, qui est important, et Justine en a parlé quand même pas mal, et Pascal aussi, c'est la segmentation. Comprendre votre segmentation. Clairement, pendant ces 15 jours, je pense pas que la partie business, elle va être forte. Déjà, on est en août, et en plus de ça, dans le cadre des JO, je ne pense pas que ça soit vraiment le cœur du business qui va venir justement dans vos hôtels. Donc déjà, ça, c'est important. Mais justement, d'être capable de pouvoir comprendre ce qui se passe sur chacun de vos segments de vente va vous permettre aussi de vous diriger, de prendre la meilleure décision, la meilleure stratégie pour chacun de ces segments. Et c'est vrai que par rapport à ça, nous, typiquement, notre système est capable de le faire, ça. D'aller travailler segment par segment et mettre en place une stratégie différenciée. Merci Quentin. Et quant aux hôteliers, quel canaux de distribution devraient-ils utiliser pour atteindre le public cible plus effectivement que maintenant? Ouais, c'est une excellente question et c'est vrai que là, encore une fois, ça fait partie de la stratégie. Mais je pense que cette stratégie-là de distribution auprès de, voilà, des différents channels que vous pouvez avoir, en fait, elle va dépendre aussi de vos besoins actuellement sur cette période-là. Donc moi, je pense que les JO, c'est une réelle opportunité pour aller maximiser les ventes directes. C'est clair que là, vous pouvez mettre en avant votre site web, aller chercher un peu plus de budget, même si je pense que ça coûte un peu cher quand même pendant cette période-là de pouvoir se mettre en avant sur son site web. Mais néanmoins, c'est là où vous allez pouvoir dégager un maximum de marge en vous mettant voilà, en avant et d'aller chercher le plus possible sur votre site web. Néanmoins, je pense tout de même que les outillers, les tours opérateurs, toute la partie indirecte, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi, on parlait d'une clientèle étrangère possiblement, et malheureusement peut-être pour le moment, ils ne connaissent pas votre marque. Avoir cette possibilité justement de pouvoir se distribuer sur ces partenaires, avec ces partenaires-là, ça vous donne de la visibilité. Et c'est important en fait pendant cette période-là, et on vient de le dire, hein, votre taux d'occupation entre 60 et 70. Donc il reste encore un jeu là à mener, j'ai envie de dire, une compétition quand même là-dessus, et donc il faut être capable d'être visible. Mais je pense que ce qu'il faut faire finalement, de mettre en place des stratégies différenciées entre votre site web, par exemple, et vos partenaires indirects. D'accord? De ne pas forcément mener les mêmes actions. Si vous voyez que ça cartonne sur vos outils, vos tours opérateurs, allez-y, mais peut-être ayez une stratégie de prix différenciée. Et donc, c'est ça, je pense, qui va être intéressant de faire, justement, c'est d'aller maximiser tout ça. Nous, ce qu'on arrive aussi à faire avec Duetto, c'est comprendre ce qui se passe encore plus sur votre site web. C'est-à-dire que nous, on est capable de se brancher sur votre Booking Engine, de comprendre votre taux de conversion, mais aussi tout le business que vous perdez. Et c'est ça aussi l'avantage de ça, c'est de comment améliorer vos ventes directes. Pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à capter cette demande sur votre site web? Et ça, on va réussir à le faire justement grâce à Duetto. Donc, juste long story short, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se distribuer, rester visible, mais de mettre des actions différenciantes en fonction des différents canaux de vente que vous avez. Je suis reconnaissant de l'anglicisme là. Merci, merci Quentin. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et on en parlait avant le webinaire, le webinaire, et je vais assister au Géo cet été, spécifiquement pour les Jeux Olympiques, parce que je suis passionné des sports. Je vais m'héberger dans un hôtel 3 jours, mais avant ça, je vais passer quelques jours à Colmar et à Strasbourg pour visiter de nouvelles
ville. Et Justine, autrefois, on en parlait que beaucoup de monde viendrait spécifiquement pour les Jeux olympiques. Les hôteliers, comment peuvent-ils développer une stratégie de marketing à long terme qui exploite les événements culturels tels que les Jeux olympiques ou les concerts de Taylor Swift, tels que comme ça? Oui, alors effectivement, ça reprend un petit peu le sujet que Quentin, soulignait, précédemment. C'est que, il faut vivre avec son temps et il faut s'adapter au mode de communication, aussi par nationalité voilà, je pense que targeter la clientèle de Taylor Swift, quel que soit le niveau de vie, je dirais. On va aller sur des outils marketing peut-être, plus type, réseaux sociaux, versus un élément culturel où là, on va aller, plutôt sur, de la presse, ou, voilà, targeter, sur une clientèle peut-être un petit peu plus niche. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous, chez Barrière, comme, on est en plein repositionnement puisque, voilà, avec la quatrième génération de la famille qui a repris les rênes du groupe, on n'attend pas, forcément, que les JO, mais, voilà, on est vraiment, dans la nouvelle ère, du groupe, et ça passe forcément par ces investissements, d'outils, marketing, la refonte d'un site internet en s'assurant que, vous avez votre chat, WhatsApp, comme il faut pour ceux qui en ont besoin. Vous avez, l'accès, aux réseaux sociaux où, typiquement aujourd'hui, on observe que beaucoup d'Américains, vont sur TikTok s'inspirer pour leur voyage. Il y a 1 an, c'était peut-être Instagram ou autre chose. Donc voilà, c'est vraiment suivre la tendance, dans tous les sens sur tous les segments puisque, aussi bien les agents de voyage, loisirs que Miles aujourd'hui, c'est aussi, des gens qui voyagent énormément, qui voient beaucoup de choses et donc on ne peut pas les voir aussi régulièrement qu'on aimerait ou que l'on souhaite et que l'on faisait auparavant. Donc c'est aussi rester toujours, toujours, toujours visible sur cette fameuse stratégie, 360 degrés. Donc je pense qu'effectivement, ce sont des investissements de long terme, beaucoup d'anticipation. Finalement, les JO, on en parle beaucoup en ce moment, mais dans l'hôtellerie, ça fait, je pense, depuis 2018 qu'on a abordé les sujets, en tâtonnant beaucoup, mais en essayant quand même, de s'organiser pour être, le plus, précis possible et comme disait Pascal de, de prendre, ce que l'on pouvait, là où on pouvait, avec les personnes qui anticipaient. Donc, voilà, c'est un vrai travail, stratégique à faire avec, le marketing, le revenu et le commercial qui ne doivent faire qu'un. Et malheureusement, ce sont des investissements à renouveler très régulièrement au vu du changement aussi des méthodes de communication et les trends, qui évoluent beaucoup. Ce sont des outils utiles et oui, essentiels pour l'été. Ce sont de bons conseils. Merci, merci Justine. Et Christina, pour approfondir un peu en plus, euh, étant donné les tendances historiques des géos à Tokyo et Rio et Londres, euh, selon vous, quelles seront les statistiques hôtelières anticipées après les géos à Paris pour approfondir en plus un peu euh, après ce que vous avez déjà dit? Hem, on pense en tout cas chez STR que ce sera, il y aura une croissance de RevPAR. Ça, ce n'est pas un doute. Après, il sera principalement porté par les prix moyens. Mais comme Pascal l'a évoqué, on est déjà sur des bases qui sont, quand même très hautes. On sait, Paris, c'est une ville chère. Aller en vacances à Paris, c'est cher.
c'est pas pour tout le monde. Donc, à voir quels seront les chiffres. Jusqu'à présent, on a des niveaux de demande sur les taux d'occupation qui sont assez stables, qui n'ont pas beaucoup bougé. On est le dernier trimestre, on a quand même ces 60%, ils sont là depuis un bon moment déjà, ou peut-être on n'était pas très loin des 60%. Il nous reste quand même plus de 2 mois, donc les choses peuvent changer. Euh, L'attitude du voyageur est différente aujourd'hui, donc comme les tendances de communication, on est quand même aussi sur un changement comment on dit, de behavior sur le voyageur. Donc, Les comportements, ouais. les comportements exactement sont différents. On pourrait voir une croissance de dernière minute sur la demande. On sait aussi que des hôtels seraient prêts à aussi peut-être certains baisser leurs tarifs pour attirer, du coup, combler un petit peu le manque qui est là. Donc, à voir, tout peut changer. Il y a encore pas mal de cartes à jouer. Euh, on est sur, on parle beaucoup de Londres, on peut parler aussi des autres destinations, mais c'est vrai que les temps aussi ont changé. Donc, on a des comportements qui changent par rapport aux voyageurs. On a un, un écosystème qui est différent, une situation géopolitique qui est différente. On parle de sécurité, des choses auxquelles on ne pensait peut-être pas en 2012, qui sont là aujourd'hui. Euh, euh, Paris est une petite ville. Il y a aussi les médias qui vont beaucoup jouer euh, c'est la dernière ligne droite en fait, pour encourager les voyageurs et à ceux qui ont des billets à finalement faire une réservation. Donc, je dis que la base, elle est là. Au minima, ce sera ça, et ce sera peut-être mieux. Donc, je pense que tout reste à voir. Comme disait Quentin, on peut pas être sûr, mais je pense qu'il est important d'être positif. C'est quand même un événement, c'est une chance inouïe d'avoir cet événement à Paris. C'est pas uniquement Paris, c'est sur plein de villes. La France est quand même on the forefront, comme on dit en anglais. Euh, donc, ce sera que du positif, c'est sûr. Si quelqu'un voudrait poser une question à notre panel, s'il vous plaît, veuillez avancer et mettez vos questions dans la fonction de conversation. En fait, on a reçu une question pour vous, Christina. Euh, J'espère que je peux traduire effectivement ça. Euh, les taux moyens quotidiens, c'est une bonne traduction. Euh, les taux ont atteint leur sommet. Euh, et si les taux continuent leur croissance, quels seraient les effets suivants pour le, euh, les séjours de l'étranger en France? Si ça fait du sens. Je veux bien avoir la question en anglais, si elle est en anglais. Est-ce que ça a été traduit de l'anglais? Have hotel ADRs reached their peak? And if Oh, the rates keep rising, what would the knock-on effect be on overseas summer travel to France? we've made the mistake at STR. Ah, pardon, je dois dire en français. On a fait l'erreur l'année dernière, en 2023, lorsqu'on regardait les prix moyens, et on s'est dit que ça pouvait. On avait du coup atteint le sommet en termes de prix moyens, surtout sur Paris, et on s'est trompé. Euh, les prix moyens continuent d'augmenter, pas à la même vitesse, on voit que les niveaux de prix moyens ont continué d'évoluer en ce début d'année 2024. Donc, je ne referai pas la même erreur. Et je ne dirais pas que on a atteint le pic. Non, tout reste à jouer. Je pense qu'il y a
il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, que ce soit les médias, que ce soit les hôtels eux-mêmes qui changent leur stratégie, que ce soit, de nouveaux billets qui rentrent en vente ou pas. Il y a beaucoup de choses qui vont déterminer, la suite et du coup la croissance des prix moyens. Donc non, je ne dirais que je dirais que, on n'est pas encore à la performance finale. Il y a encore de quoi faire et ça pourrait, tout peut encore changer. Merci, Christina. Continuons pour aborder le même thème. Et Pascal, quel, quel facteur unique pourrait influencer la demande à Paris par rapport à ces villes hautes antérieures, comme Christina a mentionné, Tokyo, Rio de Janeiro, Londres, par exemple? Euh, Si on considère l'avenir touristique de la place de Paris, hein, pour prendre d'une manière un peu plus globale, au-delà des Jeux, je pense que Paris garde des fondamentaux excellents. Tu as cité trois villes, Tokyo, Londres, Rio. Déjà, Tokyo, Londres, comme Paris, sont des capitales qui sont à la fois des capitales financières, politiques, économiques, culturelles. Et il y a très peu de villes dans le monde qui cumulent ces quatre caractéristiques. Les fondamentaux de Paris sont excellents, j'ai envie de dire, pour les 10-20 années à venir, déjà pour deux raisons. La première, c'est une raison démographique. Quand on voit la démographie à l'échelle mondiale, on a encore quelques centaines de millions, voire quelques milliards d'habitants supplémentaires sur cette petite planète qui vont naître. Et ce sont des centaines de millions d'Indiens qui voudront, ou d'Africains qui voudront visiter Paris. Donc je crois qu'on a une demande qui continue d'être très supérieure à l'offre hôtelière. Et ça c'est quand même ce qui a porté l'hôtellerie ces 50 dernières années. Et Paris va en profiter. La seconde chose, c'est l'attractivité extraordinaire de Paris, que je peux illustrer par quelque chose d'un peu anecdotique, mais qui est quand même très révélateur. J'aime beaucoup regarder les séries, comme beaucoup d'entre vous, sur Apple TV, même les Swifties, hein, je crois, regardent des séries à la télé. Et moi, j'aime bien les séries Apple. Vous voyez, sur Apple, les deux dernières séries qui cartonnent, il y en a une sur Christian Dior, voilà, qui cartonne, et l'action, elle se déroule à Paris, et c'est excellent. La deuxième, c'est Benjamin Franklin. Bien entendu, tout ça se passe à Versailles et à Paris. Moi qui vis en province, je peux vous dire que quand je vais à Paris, ben, je reste impressionné par cette ville qui continue de s'embellir. Je pense à la Fondation Pinault, je pense à la Poste du Louvre, je pense à la Samaritaine. C'est une ville qui continue de faire des efforts, qui a une offre hôtelière qui se renouvelle, qui est tirée vers le haut. On a beaucoup parlé du Cheval Blanc, du Tout Hôtel, de la Maison L, de Madame Rêve également. Donc, c'est une ville qui conserve des atouts que je trouve tout à fait extraordinaires. Et plus je voyage, plus je considère que Paris a des atouts vraiment uniques pour rester au sommet de cette compétition. Maintenant, Paris, il y a des menaces. Et la principale menace sur Paris, c'est une menace, je dirais, sur son art de vivre. Parce que Paris, c'est avant tout un art de vivre. Paris, ce sont des terrasses de café. Paris, ce sont des habitants. Paris, c'est une manière de vivre la ville. Ces deux menaces, c'est quoi? La première, c'est Airbnb qui, indépendamment de la compétition pour les hôteliers, vide la ville de ses habitants. Et ça, je pense que si Paris doit rester Paris, il faut qu'on ait encore des Parisiens. Et ça, il y en a de moins en moins. L'autre menace, c'est le risque du low cost et du tourisme de masse. On voit des destinations qui étaient extraordinaires. Je pense à Rome. Rome, c'était merveilleux. Athènes, c'était merveilleux. Ces villes sont complètement submergées par un tourisme de masse que je qualifierais de low cost et qui dégrade considérablement l'attractivité de ces villes-là. Donc je pense que Paris, de ce point de vue-là, a encore des cartes à jouer. Je pense que Paris doit s'installer durablement sur un positionnement haut de gamme. Et je pense qu'elle a tout pour y arriver. C'est une ville qui doit régler ce sujet du Airbnb qui est quand même excessivement polluant, je pense, aujourd'hui sur la question de l'offre d'hébergement. C'est une ville aussi qui doit être viable en termes de pollution, en termes de transport. Et de ce point de vue-là, Paris est une ville qui prend la bonne direction.
Moi, je ne connais pas beaucoup d'autres grandes villes dans le monde où on circule, même si on peut beaucoup critiquer Paris de ce point de vue-là, mais quand même, on a un système de métro qui fonctionne remarquablement bien. On a des taxis, des Uber qui fonctionnent pas mal, donc c'est pas mal. Donc, tout ça va dans le bon sens. On est une ville viable. Le seul bémol que je mettrais, et là c'est un vrai défi, c'est de trouver du personnel, parce qu'on est une industrie de service. Et si on ne trouve plus de personnel dans Paris, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais ça reboucle sur le sujet du Airbnb et d'avoir une ville avec de vrais habitants et de vrais travailleurs. Parce que si tout notre personnel doit faire 1 heure de route pour venir travailler, ça va être un petit peu compliqué. Merci, merci Pascal. Et permettez-moi de poser l'ultime question à Quentin. Et Quentin, en ce qui concerne l'optimisation dynamique, comment peut-elle aider à installer rate, des rates compétitives avec où sont les données historiques? Ouais, c'est un très bon point, ça, Paul, parce que c'est vrai que, encore une fois, on est dans une dynamique aujourd'hui où les tendances de vente sont en train de changer, évoluent tout le temps, à la fois la semaine, mais aussi les week-ends, peut-être potentiellement quand les personnes ne travaillent pas. Et donc, c'est vrai qu'il faut être capable d'avoir justement des systèmes, en tout cas une stratégie qui va être d'aller optimiser la moindre opportunité. Et ça, d'avoir justement la possibilité de rendre tout ça de manière très dynamique en termes de changement de prix en temps réel, ça va être très important. Alors maintenant, c'est la question, c'est de savoir comment on fait ça. Que c'est bien, on a la technologie pour le faire, mais on se base sur quoi? On se base sur quelle data? Et donc, c'est vrai que la question de savoir, alors, data historique ou pas, je pense que cette question, elle est assez intéressante. Moi, je pense qu'il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça et de se dire, est-ce que cette data historique, est-ce qu'elle reflète véritablement ce qui est en train de se passer? Ou ce qui va se passer? Ou est-ce qu'elle va vraiment m'aider à prendre la bonne décision, en fait? Alors, les derniers JO, c'était il y a 100 ans à Paris. Moi, j'ai pas la donnée historique de ces derniers JO Je à savais Paris, pas. malheureusement. Si quelqu'un dans ce call les a, alors là, je suis très intéressé de l'avoir. Mais et encore, je pense que ce qui s'est passé il y a 100 ans ne reflète pas du tout ce qui se passe maintenant, bien évidemment. Mais si on essaie de prendre un événement, et je peux vous parler de quelque chose d'assez concret, alors c'est pas du tout un événement joyeux, je suis désolé, mais si on prend l'exemple du Covid, nous, c'est ce qui s'est passé. On a tous été impactés par ça. C'est-à-dire que nos données historiques, elles ne signifiaient plus rien. Et on n'en avait plus confiance, parce que justement, on se disait que, bah non, c'est pas du tout ça que j'ai maintenant. Ma segmentation a complètement changé. On parlait justement des marchés étrangers qui viennent aujourd'hui, c'est super qu'ils soient revenus, mais pendant le Covid, ils revenaient pas. Donc typiquement, on a eu beaucoup de clients, beaucoup d'hôteliers qui se sont dit, mais en fait, j'ai plus du tout confiance en cette data. Et du fait que mes systèmes soient basés sur la donnée historique, et ben les recommandations tarifaires qui en sont derrière ne sont pas non plus bonnes. Et donc, nous, on a cette capacité chez Duetto de pouvoir travailler avec de la donnée fraîche, de ce qui s'est passé il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, etc., etc., pour vraiment avoir une meilleure optimisation par rapport à ça. Le dernier point, je pense qu'en fait, on parle de la donnée historique, de la donnée, voilà, de nos réservations, mais je pense qu'il faut aussi être capable d'ouvrir nos chakras par rapport à ça. Et il faut justement regarder d'autres choses. La donnée de vos concurrents, la donnée de votre booking engine, la donnée des événements aussi. Tout ça va avoir un impact finalement sur les décisions que vous allez prendre après pour poser la bonne stratégie. Donc c'est vrai que si on additionne la donnée à la fois historique, mais aussi d'autres données, le savoir de l'hôtelier aussi, faut pas du tout le mettre de côté ça. Les hôteliers aujourd'hui ont un savoir incroyable, justement il faut l'utiliser ça aussi. Et tout ça on le combine avec une optimisation dynamique, et ben, je pense que là on va commencer à faire des étincelles par rapport à ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça qu'il faudrait mettre en place. Et voilà. Merci, Quentin. Et tenons tout en compte, on attend avec impatience les JO et les Jeux paralympiques et cet été. Alors, euh, pour conclure, je tiens à remercier chacun de nos intervenants aujourd'hui, Quentin, Christina, Pascal et Justine. J'ai juste quelque chose à vous montrer avant de finir cet après-midi. So, next slide, please. Alors, notre prochain webinaire va se dérouler le lundi prochain, 20 mai, 14 heures de l'après-midi ici en Angleterre, 15 heures en France. Il s'agit de l'esclavage moderne, or modern slavery, what boutique hoteliers need to know.
Nos Service Department Awards à Londres approchent très bientôt, la semaine prochaine, le 23 mai, jeudi. N'oubliez pas d'acheter vos billets avant qu'ils en vendent tous. Il serait génial de vous voir au Leonardo Hotel London et le lien est désormais dans la fonction de conversation. Si vous voulez travailler avec nous, ou pourquoi pas, je recommande que vous n'hésitiez pas de contacter mon collègue Pez, dont les détails on peut voir maintenant sur votre écran. C'est le moment opportun de travailler avec nous car il y a toujours plein de possibilités collaboratives. On va juste maintenir ouverte la session pour 2 minutes à peu près afin que vous puissiez écrire n'importe quel détail qui soit écrit dans la fonction de conversation. Il va de soi que je remercie tous les intervenants superbes et bien sûr tous ceux qui ont participé à assister à cette discussion importante aujourd'hui. On se reverra bientôt. Merci et bonne journée.